Vous savez bien qu'on vit à propos de l'intégration européenne une espèce d'extraordinaire coupure entre la perception de plus en plus claire de la réalité par la population et l'image idyllique qu'on veut nous en dresser sur plusieurs thèmes, et je dirais d'ailleurs que chacun des thèmes vient renforcer l'autre pour prouver qu'il n'est pas d'autre solution, que c'est la meilleure, avec une insistance ces dernières décennies sur le fait que cette intégration européenne serait un facteur de paix et même le seul facteur de paix possible. J'ai le souvenir d'une intervention de Chirac disant « s'il n'y a pas d'Europe, il y a la guerre ». Il faudrait d'ailleurs nous expliquer de quelle menace il s'agit, on ne nous l'a pas expliqué. Et il me semble que les choses se sont encore aggravées à partir de l'année dernière, au moment où a été préparé à grand son de trompe le centenaire de la Première Guerre mondiale, dont vous entendez quasiment parler tous les jours et qui est utilisé très souvent, non pas comme facteur de progression de la connaissance. C'est vrai, il y a de temps en temps des émissions de télévision intéressantes à des heures fort tardives sur tel ou tel aspect de la Première Guerre mondiale, mais la grande campagne générale a été plutôt sur un thème lancé par le journal de référence, comme d'habitude, par Le Monde, et je pense en particulier à une intervention qui avait fait réagir un certain nombre de mes amis et camarades qui avaient observé en novembre 2013 à quel point l'offensive était grande sur le peu qui reste des traces d'une analyse sérieuse des guerres et d'une analyse sérieuse de la conjoncture du continent régnant sur le continent européen. Je fais allusion en effet à un article paru le 4 novembre 2013, ou daté du 4 novembre 2013 dans Le Monde, qui comptait, je cite, en finir avec 10 idées, les 10 idées reçues sur la guerre de 14-18. Alors, la plus grave des idées reçues, c'était d'expliquer que la Première Guerre mondiale et ce qu'on a cru très longtemps, ce qu'on a exposé très longtemps de manière très documentée, était une guerre impérialiste. Voilà, alors le plus simple évidemment est que je cite les interprétations marxistes des origines de la guerre, derrière les réflexions de Lénine sur l'impérialisme comme stade suprême du capitalisme, allouent une place centrale aux rivalités économiques accentuées par la baisse tendancielle du taux de profit et au caractère prédateur des milieux industriels. Mais pas du tout. Ça n'est pas du tout ça, c'est même la première des idées reçues. Vous voyez, les 9 autres, finalement, c'est quand même moins important. La première idée reçue qu'il faut combattre, c'est au fond la perception marxiste des causes de la guerre, et vous allez voir qu'on est très près de notre sujet, et même que le centenaire de la Première Guerre mondiale a mis, comme quelquefois à bas bruit, quelquefois de manière très explicite, a mis en vogue cette idée que finalement, si on avait eu l'intégration européenne en 1914, eh bien, on n'aurait pas eu de guerre générale. D'ailleurs, vous le savez bien, ça prenait la suite d'une grande campagne idéologique que je trouve assez comparable d'ailleurs. On verra ça au fil des décennies pour procéder à la comparaison, que je trouve assez comparable à la grande campagne politique qui a lancé le livre noir du communisme, qui a été une énorme campagne politique à l'échelle européenne et même mondiale. On a eu une entreprise de ce type, peut-être un petit peu moins intense, mais à peine, avec l'ouvrage d'un universitaire anglophone qui expliquait que la guerre avait été le résultat d'une espèce de folie de somnambules qui aurait entraîné le monde dans la guerre. Alors parmi les somnambules d'ailleurs les plus graves et qui avait provoqué le plus de catastrophes,
Il y avait les Slaves, les Russes bien sûr, mais les Serbes encore plus. Finalement, s'il n'y avait pas eu ces politiques, et particulièrement ces politiques slaves, avec toute une série d'ambitions dramatiques et qui entraînaient les grands pays, et en particulier la France, dans leur folie, il n'y aurait pas eu de guerre. Alors ce thème de Christopher Clark, d'un ouvrage qui a été traduit tout de suite, sur lequel on s'est beaucoup prononcé, ça visait à dire que la guerre, c'était au fond le fruit des politiques, des idéologues, enfin, je dirais de tout ce qui n'était pas le cœur économique, parce que le cœur économique n'était pas pour la guerre. Comme dit mon collègue Nicolas Offenstadt, finalement, bon, il y a des rapports de force commerciaux, mais les interdépendances entre les économies étaient très fortes. Pour nombre de secteurs, assurances et sociétés minières, la paix était préférable à la guerre. C'est particulièrement comique concernant les sociétés minières. La City a plutôt poussé à défendre la paix. Par ailleurs, en matière de politique étrangère, les milieux industriels et financiers n'étaient pas unis. Donc les milieux industriels et financiers œuvraient en faveur de la paix. Et puis, bêtement, comme ça, c'est allé, à la suite des somnambules, c'est allé très mal. Finalement, si les industriels, si les banquiers et les industriels avaient été à la tête des affaires, eh bien, on aurait été dans une situation que prévoyaient déjà les sociodémocrates qui, à la fin du XIXe siècle, s'étaient ralliés au réformisme. Et quand je dis sociodémocrate, j'entends le sens ancien de social-démocrate, puisque je rappelle que les partis social-démocrates de la fin du XIXe siècle, c'est une dénomination qui désigne les partis socialistes, parmi lesquels il y a des partis marxistes et parmi lesquels il y a des partis non ou anti-marxistes qu'on a appelés ensuite réformistes et qu'on a appelés à la suite de la Première Guerre mondiale partis social-démocrates parce que grosso modo le réformisme avait envahi à peu près la totalité des partis social-démocrates. Mais à la veille de la Première Guerre mondiale, on a entendu ces choses qu'on voudrait nous présenter comme toutes neuves, qui sont très vieilles, c'est-à-dire qu'on a entendu d'anciens marxistes, je pense en particulier aux plus grands marxistes après la mort d'Engels, c'est-à-dire Karl Kautsky, qui eux-mêmes, à la tête ou comptant à la tête du premier parti social-démocrate du monde, c'est-à-dire le parti social-démocrate allemand, s'étaient ralliés, comme à peu près tout le monde, au réformisme et pensaient, puisque c'est le cas de Kautsky, à partir de 1910-1911, que, ma foi, étant donné le degré de concentration du capital, le degré d'intégration des capitaux, on allait parvenir très certainement à une situation où il n'y aurait plus de guerre parce que les capitalistes de diverses nationalités seraient en mesure de lisser leurs compromis et de développer l'économie sur une base pacifique, malgré évidemment des rivalités. Ça s'appelait le super-impérialisme ou le supra-impérialisme, et ce super-impérialisme ou supra-impérialisme, on n'ose plus utiliser l'expression, Offenstadt n'utilise pas l'expression, mais finalement, c'est cette idée que la concentration du capital est un obstacle aux guerres. La concentration du capital, l'alliance entre les capitaux français et allemands, parce qu'évidemment c'est la base de réflexion de Kautsky. Hein, on s'entendait tellement bien à travers les frontières, on faisait ensemble de tels cartels communs, commerciaux, internationaux, malgré la crise. On avait tellement réussi à se répartir les marchés, même les marchés de capitaux. Tu prendras ceci, moi je prendrai cela, que finalement le danger n'était pas grand. Je vous rappelle qu'on était en 1910-1911 et que ce super-impérialisme
s'est évidemment effondré lorsque, non pas à cause de l'assassinat de celui que les Tchèques appelaient le gros calotin, c'est-à-dire le prétendant au trône d'Autriche, Ferdinand, lorsque, évidemment, il est assassiné et que les somnambules entraînent, les Serbes en tête, entraînent le monde dans la guerre. Évidemment, à partir de 1914, l'échec de cette thèse de l'impérialisme est tellement grand qu'il a fallu les dernières décennies pour mettre à bas cette idée que la Première Guerre mondiale était la conséquence des rivalités impérialistes. Et Lénine, celui qui est attaqué, évidemment, qui est la grande cible des idées reçues, Lénine a fait un ouvrage que très régulièrement je promeus, parce que je pense que lire des choses anciennes qui rendent intelligent et qui montrent la similitude entre deux situations à l'ère impérialiste, c'est quand même très précieux. Lénine, donc, dans son ouvrage, qui s'appelle, son tout petit ouvrage, je dois le dire, très petit, qui s'appelle L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, étrille Kautsky en parlant de la fable de ce super-impérialisme qui aurait pu éviter les guerres. Alors ça, c'est le premier aspect. On aurait une intégration européenne. Je dirais que c'est un thème plutôt récent. Et puis, il y a un autre thème qui est plus vieux, qui date de la deuxième phase de la guerre froide qui suit la Deuxième Guerre mondiale, sachant que la guerre froide, finalement, ça commence en 1917 parce que les impérialismes ne supportent pas que la propriété privée des grands moyens de production et d'échange disparaisse sur à peu près 22 millions de kilomètres carrés. Donc, dans ces circonstances, on a développé une autre thèse qui existe encore aujourd'hui, mais un petit peu moins développée ces temps-ci, cette idée que l'intégration européenne, ce serait la faute des soviets. Enfin, vous me direz, j'ai tort de dire que c'est une idée qui n'est pas développée aujourd'hui, parce que finalement, les Russes sont à peu près responsables de tout, de la Première Guerre mondiale, et comme vous le savez, de l'épouvantable conjoncture actuelle dans laquelle il est clair, comme disait récemment je ne sais plus quelle information, en provenance des États-Unis ou d'un pays associé, c'est quand même incroyable, la Russie se rapproche de nos bases. Bon, c'est cette idée que, je rappelle quand même que la vérité historique n'est pas exactement là, hein, puisque ce qui a beaucoup progressé, ce sont les bases américaines et pas vraiment le territoire anciennement Empire russe ou Union soviétique. Et alors, cette idée, qui est quand même très forte, qui est académiquement très forte, surtout chez les spécialistes de l'intégration européenne dans sa version contemporaine, c'est cette idée que l'intégration européenne, c'est à cause de l'URSS. Parce que les soviétiques faisaient tellement peur à tout le monde, avec leurs méchantes intentions, que, comme disait Pierre Gerbet, le défunt Pierre Gerbet, qui est l'objet d'une véritable vénération académique, hein, sur laquelle, évidemment, je me suis exprimée, ce spécialiste de sciences politiques, qui n'a jamais regardé une archive originale, hein, a fait un ouvrage qui s'appelle « La construction de l'Europe », qui est imposé du bas jusqu'au sommet des cycles de l'enseignement, puisqu'on ne peut pas faire d'histoire de l'intégration européenne sans avoir droit à la construction de l'Europe, soit dans sa grosse version, soit dans sa petite, également louée. Alors l'idée, donc, c'est que, voilà, évidemment, au lendemain de la guerre, de l'hostilité se trouvait concentrée contre l'Allemagne, mais que l'Union soviétique, les soviétiques avaient été tellement agressifs que tout le monde avait bien compris que le danger allemand était un danger mineur à l'égard, comparé
aux dangers soviétiques, d'autant plus que les États-Unis, extrêmement aimables, eux-mêmes prospères et très puissants, se proposaient très gentiment d'aider l'Europe à s'unir, de la protéger bien entendu contre les vues très agressives de l'Union soviétique. J'ai l'air d'exagérer, mais je vous assure que je n'exagère aucunement. Et alors, il y a de temps en temps des lapsus, d'ailleurs, même dans la prose hagiographique sur l'Europe, puisque Gerbet expliquait que la nécessité d'une action commune entre Européens s'imposait d'autant plus que, je le cite, les États-Unis en faisaient une condition de leur aide. Ah, il faudrait bien savoir pourquoi ils ont fait de cette unification une condition de l'aide qui elle-même, d'ailleurs, mérite beaucoup de débats. Qu'est-ce qu'il en est des faits ? Est-ce qu'on peut dire, comme on nous répète aujourd'hui, que l'intégration européenne est un élément qui a pacifié les relations internationales, qui a rendu la vie des populations par conséquent beaucoup plus harmonieuse et facile? Est-ce qu'on peut dire que l'intégration européenne est née de ces méchants soviets qui embêtent tout le monde, qu'ils soient russes ou soviétiques, avant et après 1917? On ne peut pas dire ça, parce que l'intégration européenne est absolument sans relation avec les méchants soviets ou les gentils soviets, et qu'il y a là une entreprise qui montre, qui est un véritable cas de figure de l'ère impérialiste, des impératifs de l'ère impérialiste, c'est-à-dire de ce moment où, disons entre 1880 et 1914 et la guerre, le capitalisme a connu une phase nouvelle dans laquelle il se trouve toujours, qui est caractérisée par ce que Lénine appelle, enfin ce que Lénine, il faut bien le dire, à la suite de toute une série d'économistes dont tous n'étaient pas bolcheviques, dont beaucoup étaient réformistes, mais qui faisaient, c'est très intéressant d'ailleurs comme élément de réflexion, et c'est une raison de plus pour lire l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, c'est de se rendre compte comment, à quel point en 1914, même avec de très sérieuses divergences, en particulier de très sérieuses divergences politiques sur la suite à donner au capitalisme, ou les conclusions qu'il faut tirer du fonctionnement du mode de production capitaliste, finalement, assez réactionnaires ou révolutionnaires, les économistes s'entendaient sur un certain nombre de principes, de préceptes sûrs relatifs à l'état de l'économie. D'abord, ils étaient tous d'accord sur ce qui fait l'existence du capital financier, c'est-à-dire cette fusion du capital bancaire et du capital industriel. Et quand je parle ici de capital, naturellement, je ne vous parle pas des petites et moyennes entreprises dont on nous fait des gorges chaudes et qu'on prétend toujours défendre et honorer. Je vous parle de la réalité de l'impérialisme, c'est-à-dire du capital le plus concentré. De ce capital tellement concentré qu'en lisant Lénine, vous aurez besoin d'une grande stabilité sur votre chaise parce que vous serez sidéré du niveau de concentration du capital et en particulier du capital bancaire auquel on était parvenu en 1914 et par conséquent du degré de mondialisation du capital tout à fait remarquable qui s'exprimait en particulier dans un des aspects de cette croissance du capital financier, l'incapacité à l'ère impérialiste pour chaque capitalisme national de se contenter du marché des capitaux et du marché de marchandises national et de la nécessité pour chacun des pays impérialistes d'aller sans cesse conquérir des capitaux et conquérir des marchandises pour des raisons très simples qui tiennent au fonctionnement du capital qu'on a oublié parce que le marxisme a pratiquement disparu, c'est-à-dire qui tiennent évidemment à la capacité de cette structure à générer un profit plus élevé parce que la course à la colonie c'est généré par l'attente d'un profit plus élevé que pas de course à la colonie. Bon. Donc,
D'une part, une très forte concentration du capital, d'autre part, des intégrations de capitaux, des associations de capitaux entre capitalistes étrangers. Quelque chose que je n'aurai peut-être pas le temps de dire, mais qu'il faut bien mesurer et qui peut-être pourra intervenir dans la discussion, c'est-à-dire le fait qu'à l'époque impérialiste, à l'époque de l'extension de l'emprise du capital sur des zones qu'il ne contrôlait pas jusqu'alors, et par conséquent à l'époque de l'expansion impériale, de l'expansion coloniale, le système capitaliste se dote de structures politiques particulièrement violentes, ce qui est évidemment visible par les peuples qui subissent ces fameuses guerres périphériques qui précèdent la guerre générale, et violence d'un côté, de l'autre côté, pour maintenir le fonctionnement du système, tandis que la violence est extrême, par exemple pour les peuples colonisés ou pour une fraction importante des peuples des pays impérialistes du centre, il est nécessaire pour les milieux impérialistes, il est nécessaire de se conquérir au sein de la population une minorité que Lénine appelle l'aristocratie de la classe ouvrière et qui est en fait une minorité corrompue, au sens propre et neutre du terme, si je puis dire, c'est-à-dire conquise, achetée, pour expliquer aux classes dont ces corrompus sont issus que leur intérêt n'est pas de conduire une politique de leur classe, mais de se rallier à la raison consistant à appuyer dans chaque pays l'impérialisme national qui permettra d'obtenir, ma foi, des avantages dans le cadre du capitalisme. Moi, je vais aujourd'hui surtout traiter des aspects économiques de la chose parce qu'il faut, dans un premier temps, me semble-t-il, d'abord montrer ce qu'est la réalité de l'intégration européenne, comment elle a commencé, pourquoi elle a commencé, pourquoi elle s'est déployée en période de paix et en période de guerre, par conséquent, pourquoi cette concentration de plus en plus forte du capital et cette intégration de plus en plus intime des capitaux internationaux n'a été en mesure, ni en 1914, ni en 1939, de faire barrage à ce qui était une condition clé pour sortir de la crise systémique de l'impérialisme, c'est-à-dire la guerre. Alors en fait, comment les choses se passent-elles? Elles se passent, évidemment, je vais écarter, puisque j'ai mis l'accent sur ce qui est considéré comme le noyau de l'intégration européenne, mais mon exposé écarte des éléments importants. Je ne parlerai pas, ou à peine, je ne parlerai pas de l'impérialisme anglais, qui est évidemment un élément très très important dans ces rivalités et alliances entre impérialismes. Je vais essayer de montrer quelles sont pour la France les grandes caractéristiques de cette intégration européenne qui en fait commence à l'ère impérialiste. C'est-à-dire à partir du moment où le très grand capital allemand et le très grand capital français nouent des alliances de capitaux, non seulement entre France et Allemagne, mais naturellement dans les pays qui sont en train de conquérir. Alors, il y a un exemple que je donne souvent, je pourrais en choisir un autre, mais je le trouve tellement bien que quand même je m'obstine. Il faut que vous sachiez, par exemple, qu'une entreprise comme la Dillinger Hütte, c'est-à-dire une grande entreprise métallurgique sarroise, qui appartenait à l'origine à la grande famille des sidérurgistes catholiques, très grands adeptes du Führerprinzip, le patron doit être le chef chez lui. Cette famille Sturm possédait cette usine, et une usine qui fonctionnait sur la base je dirais, centrale
de l'établissement des relations entre le capital allemand et le capital français. C'est qu'il y a de l'excellent charbon en Sarre et dans la Ruhr, à l'ère de la sidérurgie du fer, enfin de la sidérurgie moderne, plus de la sidérurgie au bois, c'est-à-dire qu'il faut traiter la minette lorraine, le minerai de fer lorrain, avec un charbon coquéfiable que la France n'a pas. Et par conséquent, c'est la base de liaison des relations de capitaux. Et cette société de Dillingen, en Sarre, c'est une société qui, avant 1914, a déjà associé des capitaux français qui représentent 40%, qui sont là aussi la fine fleur du capital sidérurgique français. Ils n'y sont pas tous, mais il y a une partie importante. 40%. Après 1918, ça sera 60% français, 40% allemand. En 1941, ça sera 60% allemand, 40% français. Vous observerez que tant de paix, tant de guerre, ma foi, l'alliance de capitaux s'est modifiée en fonction des rapports de force, comme dit mon collègue, entre le vainqueur et le vaincu, mais l'alliance n'a pas empêché le conflit. Par conséquent, ça se voit très bien. Lénine parle à un moment de ce qu'il appelle le passage de la transition entre la phase pacifique et la phase non pacifique. C'est une expression qu'il utilise quand il montre, il écrit en 1916, quand il montre donc, les États-Unis, vous le savez, ne sont pas encore entrés officiellement en guerre en 1916. Et quand il observe qu'on est en train de passer, y compris entre les grands partenaires allemands et américains, dans une période de transition vers la guerre. Cette guerre dans laquelle, effectivement, l'impérialisme américain s'engage du côté de l'entente pour consolider sa créance, parce qu'il a tellement prêté à l'entente qu'il faut quand même s'assurer que l'entente pourra assurer le règlement de sa dette. Et par conséquent, même dans les liaisons, il en est beaucoup que je décris dans l'ouvrage sur l'Europe, même dans la période où semblent se multiplier tous les éléments qui ont fait croire à Kautsky que le super-impérialisme allait surmonter la fatalité des guerres de rivalité, même dans cette période-là, on arrive au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, et encore plus au début du XXe siècle, à des tensions tellement violentes que personne ne pense que la guerre sera évitée. Je dois vous dire que une des meilleures parades à l'ouvrage de Christopher Clark, qui insiste tant sur finalement la non-responsabilité de l'économie dans l'intervention de la guerre, c'est une bonne lecture des fonds du Quai d'Orsay. Il se trouve qu'il y a des années, j'ai beaucoup travaillé, parce que je travaillais sur le Vatican en particulier, sur les préparatifs de la Première Guerre mondiale, dans une série du Quai d'Orsay qui s'appelle la nouvelle série, 1897-1920, pas si nouvelle que ça, mais elle révèle, dans tous les volumes, et il y en a beaucoup, elle révèle que la question de la guerre, de la probabilité de la guerre, ne s'est jamais posée depuis la fin du XIXe siècle, où l'ensemble des milieux qu'on dit informés ne se posait pas la question de savoir s'il y aurait une guerre générale, il se posait seulement la question de savoir quand aurait lieu la guerre générale. De telle sorte que, vous voyez, même les archives antérieures à la guerre de 1914 donnent la certitude que l'ouvrage de Clark n'est pas un ouvrage sérieux, c'est un ouvrage essentiellement de seconde main et qui ne nous donne pas la clé des motifs de la Première Guerre mondiale. Pourquoi est-ce que la Première Guerre mondiale a éclaté ? Parce que, sous l'effet de la crise systémique qui n'était pas résolue depuis 1873, il a fallu régler sur le terrain ces rapports de force dans lesquels les impérialismes les plus puissants voulaient se tailler une part importante et avaient les moyens, évidemment,
à la faveur de la guerre, pensait-il, de se tailler cette part plus importante. C'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête parce qu'il se passe exactement la même chose au terme de la crise de 1929 et quelles que soient les bonnes intentions des uns et des autres, j'y reviendrai tout à l'heure. Pendant cette guerre, le capital n'arrête pas ses relations. Le capital n'arrête jamais ses relations, même pas un jour, même pas une heure. Ça vous explique que des phénomènes qu'on croit très propres à la seule collaboration de Deuxième Guerre mondiale sont des phénomènes qui datent du grand affrontement de 1914. Je ne vais vous donner qu'un exemple qui était bien connu de vos ascendants, de nos ascendants, et que mon collègue Jeannet présente là encore comme une exagération ridicule de tel ou tel publiciste pourtant bien informé, qui s'appelle Roger Mennevé, c'est l'affaire de Briey. L'affaire de Briey, c'est très simple, deux mots quand même, l'Allemagne l'Allemagne prussianisée en 1871, vous le savez, a annexé la Moselle sur la base de la reconnaissance par le personnel sidérurgique des seuls gisements ferrifères de la Moselle. Et puis il se trouve qu'ils n'ont pas été au courant des réserves sous le sol de la Meurthe-et-Moselle, qui sont découvertes en 1881. De sorte que, à partir de 1881, il y a aussi du minerai français. Et que naturellement, l'Allemagne, qui a un programme d'autant plus ample que son accès au capitalisme en pleine phase impérialiste, lui a donné une puissance telle qu'elle se trouve au début des années 1890 déjà, le deuxième producteur mondial, qu'elle pulvérise la place de l'Angleterre, et que son programme d'expansion est gigantesque, et que, bien qu'on s'aime beaucoup entre capitalistes, eh bien, il y ait conflit, mais que ce conflit, même en guerre, puisse faire l'objet de compromis. Je reviens à mon affaire. Briey, c'est donc le minerai de Meurthe-et-Moselle, qui appartient aux de Wendel. Vous le savez, cette famille de rois de France, dont d'ailleurs un récent héritier était lui-même un petit roi, ou un de nos petits rois et même de nos grands rois, c'est-à-dire dirigeait comme son grand-père l'organisation patronale, puisque le grand-père avait été une personnalité éminente de la Confédération générale du patronat français constituée après la Première Guerre mondiale, à l'époque ça s'appelait de la production française, et que lui-même, le baron Seyer, était devenu le président, et le petit-fils de François de Wendel était devenu le président du MEDEF. Eh bien, le grand-père, François, de la Société anonyme des petits-fils de Wendel, avait ce bassin de Briey avec de l'excellent fer. La Reichswehr arrive à Briey, on s'arrange, on s'était évidemment arrangé avant, et on s'accorde pour que l'Allemagne puisse, tant qu'il sera nécessaire, utiliser non plus seulement son minerai de Moselle, mais le minerai de Meurthe-et-Moselle, et par conséquent ne détruisent pas le bassin ferrifère, mais s'en servent, ce qui sera fait jusqu'en 1918. Ah, dit Jeannet, c'est une accusation indigne. Le comité des forges a passé son temps aussi à dire que c'était une accusation indigne, mais c'est une accusation tout à fait fondée. Je vous renvoie d'ailleurs aux éléments que je cite et qui ont alimenté une polémique qui n'a pas cessé, je dirais, de 1918 à la Deuxième Guerre mondiale. On s'arrange, mais il y a guerre quand même. Et il y a guerre avec un programme allemand d'expansion. Évidemment, il faut le mesurer. Plus un impérialisme est fort et puissant, moins il considère que des limites doivent être apportées à son développement. C'est ce qu'il faut bien comprendre concernant l'impérialisme, c'est que pour le plus gros, il n'y a pas de limite à l'expansion et que la zone d'influence est une zone d'influence, je dirais, quasi exclusive.
C'est évidemment le cas de l'Allemagne de 1914, avec un programme gigantesque, aussi bien à l'ouest de l'Allemagne, c'est-à-dire vis-à-vis de la France et de la Belgique, qu'à l'est, ça c'est bien connu. En particulier, dans la récupération de l'ensemble d'un empire qui n'est pas encore officiellement mort, mais c'est une question d'années, c'est-à-dire de l'empire austro-hongrois, mais aussi avec un vrai programme d'expansion en Russie. Et vous imaginez bien en particulier sur les marches de la Russie, c'est-à-dire ses frontières, et encore plus en particulier sur le pays qui fait rêver, baver d'envie, depuis la fin du XIXe siècle, tous les jeunes impérialismes, ou les vieux d'ailleurs, ou les vieux capitalismes devenus jeunes impérialismes, c'est-à-dire l'Ukraine. Alors, on a évidemment, je n'ai pas le temps de le développer ici, mais j'ai consacré dans mes travaux beaucoup de place à l'Ukraine, en particulier d'ailleurs à quelque chose à quoi on pense à peine, c'est-à-dire à ce qui est nécessaire pour assurer la gestion idéologique de l'Ukraine, le Vatican, qui fait ça très bien depuis fort longtemps, d'abord au service des Habsbourg, puis au service des Hohenzollern, et puis quand il n'y a plus les Hohenzollern, au service de leurs successeurs, de sorte que la question ukrainienne, il faut le savoir, est un des enjeux majeurs de la Première Guerre mondiale, c'est un des enjeux majeurs de la Deuxième Guerre mondiale, et comme je ne fais pas là pour l'instant de prospective, je vous laisse à réfléchir à ce qu'est l'enjeu ukrainien aujourd'hui quand on sort des sentiers battus de la Russie agressive, etc., dont l'Ukraine représente quand même un des noyaux fondateurs de l'empire initial devenu empire des Romanov. Un programme gigantesque avec un autre programme gigantesque, qui est le programme gigantesque américain. Car les États-Unis sont devenus, eux aussi, en 1890, un impérialisme majeur, le premier producteur mondial, le premier producteur industriel mondial, et qui, naturellement, ne saurait plus se contenter de son arrière-cour ou d'une expansion pacifique, pas pacifique l'adjectif, dans l'univers pacifique, et a besoin aussi d'une expansion en Europe. Expansion en Europe dont la base essentielle, ça se comprend aisément, doit être constituée par les rapports avec l'Allemagne, parce que l'Allemagne a le même niveau de concentration du capital que les États-Unis, et parce que l'Allemagne et les États-Unis sont déjà unis par des liens de capitaux extrêmement étroits avant la Première Guerre mondiale, dont un des éléments connus, par exemple, est le lien entre la General Electric, vous savez, qui vient de nous racheter toute une série un élément majeur de notre capital qui, je viens de le lire hier, d'ailleurs assure à Bouygues un surcroît de profit tout à fait intéressant, la General Electric d'un côté et la traduction allemande de la General Electric, l'AEG, qui est un des fleurons de l'impérialisme allemand. Et vous le savez, les États-Unis interviennent dans cette guerre avec un programme européen. Et puis il y a la France, impérialisme puissant, mais impérialisme déjà, je dirais, très diminué, et surtout impérialisme qui a pris l'habitude, même avant l'ère capitalisme qui a pris l'habitude, même avant l'ère impérialiste, de se tourner vers des concurrents plus puissants, surtout dans la mesure où ils sont capables de domestiquer son peuple qui est parfois un peu agité. Puisque, je pense que vous le savez, en termes historiques, la grande idylle, finalement, entre la France et l'Allemagne commence sur le dos des intérêts nationaux de 1870-71 et au détriment de ce qui est une première expression de la naissance et de la croissance du mouvement ouvrier
appuyé sur la défense des intérêts nationaux, c'est-à-dire sur la Commune. Et je pense que vous savez, il faut le savoir pour bien comprendre d'ailleurs la défaite de 1940, je pense que vous savez que les conditions de la défaite de 1870 ressemblent comme deux gouttes d'eau aux conditions de la défaite de 1940 et que les milieux dirigeants, les milieux bancaires français, le capital financier français a voué à l'Allemagne une reconnaissance éternelle des tractations qui se sont déroulées en 1870-71, c'est-à-dire Bismarck disant aimablement « je vous lâche vos 2 millions de prisonniers de guerre pour que vous alliez faire le ménage dans la Commune », ce qui est fait, vous le savez. Et ce qui explique, et c'est un facteur intéressant de discussion, ce qui explique d'ailleurs qu'on peut être un impérialisme diminué et docile, comme l'impérialisme français, qui le devient de plus en plus après la Première Guerre mondiale, sans que les conflits interimpérialistes puissent déboucher sur autre chose que la guerre. Parce qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, le capitalisme français s'engage dans la guerre, a un programme de guerre. Il faut vous dire, est-ce qu'on peut dire franchement moins ambitieux que le programme impérialiste allemand? En partie parce qu'on le connaît mal. On connaît très bien le programme de l'impérialisme allemand, en particulier à cause d'un ouvrage qui a eu un écho énorme, et je dois dire d'ailleurs dont la discussion n'est pas entièrement close, bien que des pas très grands ces dernières décennies aient été faits dans la lutte contre cette thèse dont je vais parler, enfin, qui n'est pas une thèse, qui est un gros livre, mais pas une thèse au sens académique du terme. C'est le livre de Fritz Fischer sur les buts de guerre germaniques de la Première Guerre mondiale, qui a provoqué un scandale terrible à sa sortie en RFA en 1961, et dont les effets ne sont pas épuisés parce qu'il montre que de 1914 jusqu'à l'époque à laquelle il écrit, et en particulier sous la République de Weimar, comme sous Hitler, il y a le même programme de l'impérialisme, et finalement un programme de l'impérialisme qui réussit à avoir un écho dans le pays assez grand pour conquérir le Parti social-démocrate, ou l'énorme majorité du Parti social-démocrate, puisque, sauf une toute petite minorité, celle des spartakistes, qui est à l'origine en 1918 de la création du Parti communiste allemand, eh bien, il n'y a pas d'opposants. Et on voit très bien, au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'on se fonde vraiment, vous allez le voir, l'intégration européenne, finalement, avec sa première étape d'aujourd'hui. Eh bien, une vision assez superficielle laisserait penser que le capital français a d'abord l'impérialisme français a d'abord une position très ferme et puis qu'il finit par capituler. Les choses sont beaucoup plus nuancées que ça et même sont très différentes, c'est-à-dire que l'impérialisme français a pris l'habitude de mesurer sa faiblesse, il est prêt à s'arranger, et c'est vrai, le programme de Versailles est le programme des forces qui dominent la France, c'est-à-dire le comité des forges, le comité des houillères et la Banque de France, c'est-à-dire la haute banque privée, mais ces mêmes facteurs dominants du capital financier français montrent finalement une très grande timidité et une tendance, à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, à s'arranger des appétits des deux impérialismes auxquels il est le plus lié, d'une part l'impérialisme allemand, d'autre part l'impérialisme américain, qui joue un rôle essentiel en Europe qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire qui en particulier joue un rôle essentiel dans tous les règlements financiers de l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire la question jointe des dettes
interalliés énormes, d'une part, et des fameuses réparations qui disparaissent très vite, mais qui n'ont que cette signification, c'est que les deux impérialismes vainqueurs, ou théoriquement vainqueurs européens, le français et l'anglais, veulent évidemment profiter de leur victoire, ne serait-ce que par un prélèvement sur l'Allemagne qui permet de payer les dettes contractées auprès des États-Unis, et que les États-Unis ne veulent pas entendre parler de réparation parce qu'ils veulent s'installer en Europe. Ils veulent installer en Europe leur base qui sera essentiellement centrée sur l'Allemagne et qui ne voit vraiment pas pourquoi cette Allemagne serait obligée de servir les rivaux communs de l'Allemagne et des États-Unis, c'est-à-dire d'une part la France et d'autre part l'Angleterre. Donc les États-Unis jouent dans les années 1920 un rôle de plus en plus important en France parce que ce sont eux qui dictent les lendemains de la guerre. Dictent aussi les lendemains de la guerre cette relation qui s'est instituée entre capital français et capital allemand. Or, au début des années 1920, sous l'effet à la fois de la force considérable conservée par l'économie allemande, qui n'a pas du tout été victime de la Première Guerre mondiale, dont le territoire n'a pas été occupé, qui n'a pas subi de destruction, donc d'une part la force propre de l'industrie allemande, démultipliée par l'économie de guerre, d'autre part les besoins des États-Unis de s'appuyer sur une Allemagne qu'il fallait par conséquent renforcer contre les Français et les Anglais. Tout ceci fait que, il faut le savoir, dès le début des années 1920, le programme de Versailles est pratiquement balayé. Le programme économique de Versailles est balayé, et je ne parle même pas de la capacité laissée entière au réarmement clandestin, puisque ça aussi, il est indispensable de le savoir. Vous entendez dire que l'Allemagne s'est endettée. Elle s'est considérablement endettée, mais l'essentiel de son endettement provient de ses besoins de réarmement clandestins, mais parfaitement connus. Si vous avez des doutes, les archives du Quai d'Orsay sont ouvertes, vous pouvez aller les consulter, elles ne sont pas soumises à dérogation particulière, et vous verrez à quel point nos diplomates et nos représentants divers sont admirablement renseignés sur le niveau du réarmement allemand et pourquoi est-ce que ces pays impérialistes prêtent tant à l'Allemagne pour lui permettre de se réarmer, parce qu'il n'est rien de plus rémunérateur que l'étau servi par l'Allemagne pour que les énormes monopoles allemands puissent se réarmer avec l'efficacité nécessaire pour que, désormais sur le papier aussi, le traité de Versailles soit anéanti. Alors me direz-vous, mais pourtant, on a failli avoir la paix. Vous savez, c'est le leitmotiv des mauvais manuels d'histoire qui sont aujourd'hui légion. On nous explique finalement qu'on a failli être en paix s'il n'y avait pas eu la crise. Vous voyez, ce qui est une aberration en soi, parce qu'il faudrait nous expliquer pourquoi le capitalisme génère les crises. Reprenons le cours descriptif. En 1920, dans les années 1920, finalement, tout va bien. Vous voyez, la France capitule après l'occupation de la Ruhr. Elle capitule devant les Américains qui lui disent, c'est très simple, si vous voulez continuer à ce que le franc s'effondre, ne sortez pas vos troupes de la Ruhr, le franc va tomber à zéro. Alors, pour mémoire, il faut quand même savoir que le capitalisme français spécule autant contre le franc que le capitalisme anglais et le capitalisme américain. Il faut savoir aussi d'ailleurs qu'en 1931, quand l'Allemagne menace de s'effondrer, le capitalisme patriotique allemand exporte autant de capitaux que les capitaux anglais, français, suisses, américains réunis. Bon, tout ceci pour dire qu'il n'est tout de même rien de plus intéressant que le taux de profit bancaire ou industriel, en l'occurrence bancaire. Et donc, on se retrouve avec la France capitulante aisément, sous la pression de ses milieux dirigeants. Et l'Allemagne ayant, grâce à sa force propre et grâce aux États-Unis,
reconstituer pratiquement tout ce qui faisait sa force et par conséquent balayer les clauses économiques de Versailles, le capital français s'arrange. Il s'arrange de telle sorte qu'à partir du plan Dawes de 1924, premier plan de règlement des réparations, on peut considérer que la France, le capitalisme français, est entré dans une période de vénération de l'impérialisme allemand dont il ne sortira jamais, et je dirais même qu'on est au cœur de cette période, puisque la fascination qui s'affiche pour l'Allemagne dans la période récente n'a d'égal que la fascination équivalente qui s'affichait dans les années 20 et plus encore dans les années 30 pour le modèle allemand. Qu'est-ce qui se passe à partir de là? Et je vais évidemment aller très vite parce que j'approche du moment fatidique. On pourrait faire observer que dans les années 1930 de la crise, qui intensifie, comme naguère, les rivalités, parfois insurmontables entre capitalistes, parce que ce que l'un a dans la période de la crise, l'autre ne l'a pas, mesuré que dans la crise des années 1930, quand la production baisse de 50%, si vous voulez éviter la baisse des profits, vous imaginez que la tâche devient délicate. Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est évidemment de casser les salaires. Ça se fait. Ça se fait même très bien. Et ça semble mettre en péril les premières étapes de la vraie naissance de l'Europe. C'est-à-dire que dans la deuxième moitié des années 1920, on s'est adoré. On s'est tellement adoré d'ailleurs que quand un haut fonctionnaire s'avisait de raconter ce que les Allemands faisaient en matière de réarmement, tiens, il y a un Margerie un jour qui a fait ça, on l'a renvoyé du comité qui présidait, parce qu'aller dire en 1925 que les Allemands faisaient du réarmement clandestin, franchement, ce n'était pas européen. Or, on était à la veille de la fondation d'un instrument européen de première grandeur, qui est l'acte de naissance de l'intégration européenne et du marché commun. C'est le véritable ancêtre de la CECA, de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est en septembre 1926 la fondation du cartel international de l'acier, qui reconnaît la supériorité allemande écrasante au sens où, dans cette petite chose, qui est déjà presque le marché commun, vous voyez, il y a les Français, les Allemands, les Luxembourgeois, les Belges, voilà, il ne manque pas grand-chose, tout ça est très européen. Vous avez un cartel qui accorde théoriquement plus de 45% à l'Allemagne, enfin, ça fera plus de 45% quand elle intégrera la SAR. Et tout le monde sait qu'elle intégrera la SAR. Je l'ai montré depuis le début des années 1920, depuis les débuts de l'occupation française en SAR, dans le Vatican, l'Europe et le Reich. Donc, on se trouve dans cette situation où, évidemment, il n'y a pas de doute sur l'issue. Dans peu de temps, l'Allemagne aura théoriquement droit à pratiquement la moitié des quotas. C'est un cartel. Donc, on se répartit les marchés. L'Allemagne, finalement, aura beaucoup plus que 50%. Elle dépassera les quotas de manière systématique. Théoriquement, dans un cartel, quand vous dépassez les quotas, vous avez droit à une amende. L'Allemagne n'aura jamais à payer les amendes du dépassement des quotas. Et est-ce que ça veut dire qu'on entre dans une période de paix? Alors, je rappelle dans mes ouvrages, et notamment évidemment dans l'ouvrage sur l'Europe, à quel point on est en pleine exaltation de cette période de paix, de réconciliation. Les Français sont particulièrement débonnaires. Ils le sont dans les années 20, ils le sont encore plus dans les années 1930, où quoi que l'impérialisme allemand demande, il l'obtient. Je donne un exemple. Regardez.
L'impérialisme allemand a récupéré, évidemment, a retrouvé ses buts de guerre au moment même où ses buts de guerre avaient échoué en 1918. Parmi ces buts de guerre figurent les mêmes qu'avant, et en particulier, évidemment, l'Europe centrale. Je dirais même que c'est sinon officiel, officieux, et avec l'aval et le soutien ferme du Vatican qui gère les populations catholiques de la naissance à la mort, l'Allemagne prétend prendre la succession de l'ensemble de l'Empire austro-hongrois. Donc évidemment, des États successeurs, les alliés de la France, dont bien entendu aussi l'Autriche, qui sera la première marche de cette intégration totale de l'ancien empire austro-hongrois. C'est interdit par les traités, mais ça n'a aucune importance. Et donc, que fait l'impérialisme rival, ou que font les impérialismes rivaux? Je vous en prie, servez-vous. Et c'est l'Anschluss. Et j'ai démontré à quel point c'était « je vous en prie, servez-vous ». Parce que, excusez-moi, je vais vous donner quand même un exemple comparatif. Quand l'Allemagne se saisit, avec l'aval de tous ses excellents et gentils partenaires, d'une part de l'Autriche en mars 1938, d'autre part de la Tchécoslovaquie, ou de l'achèvement de la Tchécoslovaquie en mars 1939, elle veut saisir les réserves d'or des banques nationales. Ah, me direz-vous, bah y est. Ben non, parce que les réserves n'y sont pas. Elles sont en Angleterre. Ben, qu'elles ça ne tienne, on va aimablement, dans les jours qui suivent, apporter les réserves d'or dans le cadre d'un premier club de banque centrale, qui est pratiquement d'ailleurs le Fonds monétaire international, à ceci près qu'à l'époque, il est plutôt à tête européenne, installé à Bâle, il y est toujours. Et qui va fonctionner comme centrale d'achat pour l'Axe pendant la période qui précède la guerre et pendant la guerre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'Allemagne a les réserves d'or, on les lui apporte parce qu'on considère que c'est légitime. Vous voyez, on ne fait pas de politique, c'est technique. Alors, je vais vous donner un exemple de comparatif. Quand en 1940, l'Union soviétique reprend le contrôle des pays baltes, je vous rappelle quand même qu'ils étaient intégrés à l'Empire, eh bien, le club de banque centrale dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la Banque des règlements internationaux de Bâle, se bat comme un beau diable avec un argumentaire ultra politique pour montrer qu'il n'est pas question de céder les réserves d'or des pays baltes. Et vous noterez que les pays baltes récupèrent cette réserve d'or en 1992. Cette parenthèse étant fermée, les appétits de l'impérialisme allemand sont tels, et les appétits, il faut bien dire, d'autres impérialismes sont tels que la guerre éclate quand même. C'est un élément de réflexion sur les conditions de la paix qui ne sont pas, ou de la guerre, qui ne sont pas strictement imputables, vous le voyez, à la volonté même de paix. Parce que plus pacifique, si j'ose dire, à l'égard de l'Allemagne, que n'a été durablement le capital anglais et que n'a été encore plus durablement le capital français, c'est impossible. Et pourtant, la guerre a lieu. Et pourquoi la guerre a lieu? La guerre a lieu parce que la crise de 1929, qui devient systémique en 1931 avec menace de, je dirais, non pas d'implosion du système, mais de véritable krach généralisé, fait peser sur les conditions d'exploitation du capital des conditions telles qu'il est indispensable de régler une fois de plus l'affaire sur le terrain. Est-ce que ça empêche qu'on s'accorde entre capitalistes? Non. Vous savez bien même que la Deuxième Guerre mondiale est considérée comme une espèce de symbole de la capacité d'un impérialisme vaincu à consentir des prébendes inouïes à un impérialisme vainqueur. J'ai traité ça dans un ouvrage qui s'appelle « Industriels et banquiers sous l'occupation ». Bon, il y a eu guerre.
on a été très gentil, il y a eu guerre quand même. Et puis, il y a l'autre impérialisme qui, évidemment, veut, à la faveur de cette guerre, conquérir ce qui n'a pas réussi à conquérir dans la première, et qui est en mesure, désormais, de le conquérir. Et ça vous donne celle que vous connaissez, finalement, la seule qu'on connaisse, parce que c'est la seule dont on nous laisse, dont on nous laisse percevoir l'existence en nous cachant ses liens avec la période antérieure, c'est-à-dire l'Europe d'avant-guerre et l'Europe de guerre, cette Europe de guerre dans laquelle, sur le continent, sur presque tout le continent européen, l'Allemagne fait la loi. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on a d'une part ce programme américain qui est finalement une sphère d'influence qui n'a pas de limite. Et ça pourrait faire même l'objet d'une autre conférence que cette réflexion sur la sphère d'influence, car les États-Unis, je l'ai expliqué dans un petit texte qui a un peu circulé sur le net en juin 2014, quand j'ai réagi à la campagne de sacralisation du débarquement anglo-américain en Normandie, en montrant à quel point les États-Unis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, expriment clairement pour le présent et pour l'avenir que leur sphère d'influence ne subira aucune limitation, et ça se voit très bien en particulier dans la prise de position de ces aviateurs, de ces chefs de l'aviation, qui sont une espèce de caricature des rapports entre grands militaires et grands capitalistes, ce que quelques années plus tard Eisenhower appelle le complexe militaro-industriel, puisqu'on a en 1942 un chef de l'aviation qui dit « Il n'est seulement pas question qu'un seul pays dans le monde puisse invoquer sa souveraineté pour empêcher notre aviation de le survoler et de s'y poser si c'est jugé nécessaire. » C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec l'ambition de l'impérialisme dominant, aussi forte évidemment que l'était l'ambition de l'impérialisme britannique dans la phase navale de la conquête et des bases navales. À l'ère américaine, ça devient les bases aéronavales. Et à partir de là, l'histoire de l'intégration européenne, que je vais résumer très vite pour qu'on puisse discuter un petit peu, c'est quoi ? C'est l'exigence de l'intégration de l'Allemagne immédiatement reconstruite et même prioritairement reconstruite dans cette structure, et par conséquent, toutes les institutions y afférentes, finalement, qui font triompher ce qui faisait l'objet d'une conversation mondaine en septembre 1941 entre la fine fleur du groupe dirigeant des putschistes de 1939-1940, enfin de 1940 pour situer la dernière phase, c'est-à-dire les grands synarques qui discutent avec les Allemands et qui leur disent, en particulier le premier des banquiers de Vichy, synarque lui-même est président directeur général de la Société Générale, qui dit à son interlocuteur allemand que voilà, on est bientôt, on est tout à fait proche d'une situation où l'Europe unie, sous l'influence allemande, pourra bénéficier d'une unité monétaire que, vous le savez, il a fallu quelques décennies supplémentaires pour constituer. Et c'est sous la pression permanente, à la fois de l'impérialisme américain, dont le programme européen est un programme d'ouverture totale du marché des capitaux et du marché des marchandises de l'Europe. Et d'une Europe qui ne s'arrêtera pas aux limites de 1945. Et d'autre part, les prétentions de l'Allemagne, dont les milieux bien informés imaginent très vite qu'elle ne sera plus réduite aux zones occidentales, mais que ce sera une Allemagne
totalement réunifiée sous l'égide des zones occidentales, c'est dans ce contexte que s'opère la constitution d'une Union européenne dont l'objectif est très clair, aussi clair d'ailleurs que l'objectif initial des années 1920, réalisé et dont, si vous me lisez, vous serez frappé par la lucidité que ça a généré chez les hauts fonctionnaires. De quoi s'agit-il en effet? À partir des premières étapes de, disons, 1948-1949, et surtout, évidemment, ce dont tout le monde a entendu parler, on nous aide tous les ans, le fameux discours de Schuman du 9 mai 1950 sur la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est-à-dire la reconstitution du cartel de l'acier, plus le charbon désormais étatisé, c'est-à-dire à bas prix et pesant encore moins sur les profits de la sidérurgie privée. À partir en effet de cette étape, de quoi s'agit-il? Il s'agit de décréter une totale liberté des capitaux et des marchandises et des humains, qui sera un facteur, comme l'expliquent nos hauts fonctionnaires bien compétents, d'extraordinaire dumping social, d'alignement des salaires les plus hauts sur les salaires les plus bas de manière conséquente, avec tous les signes déjà perceptibles de la liquidation des industries considérées comme insuffisamment rentables. Je ne vous donnerai qu'un exemple, c'est que le 10 mai, le lendemain de ce discours si émouvant du père de l'Europe, vous savez, le père de la paix, je vous recommande mes petites biographies dans l'ouvrage sur les pères de l'Europe, espèce de symbole de la paix qui avait accompagné toutes les étapes particulièrement belliqueuses de leurs impérialismes respectifs. Donc du père de la paix, qui expliquait qu'on faisait la CECA pour supprimer les privilèges de la sidérurgie, entrer dans un monde de prospérité continue. Bon, vous relirez le discours qui est public, vous aurez ça sur Internet ou ailleurs. Mais le 10 mai, les hauts fonctionnaires se rencontrent au ministère des Affaires étrangères. Vous savez de quoi ils discutent? De la baisse des effectifs imminente de 25% des mineurs français. Autrement dit, je n'ai pas le temps de développer pour qu'on puisse discuter un peu ensemble, mais est-ce que vous croyez qu'un tel développement historique de l'intégration européenne prête à la thèse selon laquelle un projet doux et pacifique se serait brutalement transformé en son contraire et aurait connu cette dérive qui déçoit tant les populations auxquelles, en 1950, on avait promis l'expansion continue, la nourriture pour pas cher, des hauts salaires, mais tandis que se réunissaient dès 1950 des sessions desquelles il ressortait que rien ne devrait peser de manière absolument inadmissible sur les coûts de production, c'est-à-dire qui ferait régner, avec des termes pratiquement équivalents, la règle de la concurrence libre et non faussée qui, comme vous le savez, caractérise des pratiques et des textes beaucoup plus récents. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que l'intégration européenne? C'est un niveau d'association dans la lutte propre à l'expansion du capital, d'association de capitaux, qui passe, compte tenu de la loi de développement du capital, c'est-à-dire de la tendance à la baisse du taux de profit, qui m'obligerait à un développement évidemment trop long pour cet exposé historique, c'est donc cette tendance, finalement, qui déploie, au bout de plus de 50 ans, qui déploie toutes les potentialités qui étaient les siennes et qui explique que un des responsables, un des hauts lieutenants de la Banque de France, placé dès 1937
au poste de directeur général de la Banque des règlements internationaux, qui exaltait en 1939 le modèle Charte, c'est-à-dire le ministre, le président de la Reichsbank, et qui avait été en 1933-1934 ministre d'Hitler et qui demeurait très étroitement lié et jusqu'au bout à Hitler, ce directeur général français qui en 1939 disait que ce programme de salaire extrêmement bas qui ne donnait aux ouvriers pour essayer de s'assurer une augmentation de salaire que la possibilité d'augmenter leur horaire de travail, cet homme qui avait trouvé le programme Charte tellement séduisant est resté directeur général jusqu'à sa retraite de cet organe qui a beaucoup compté aussi dans la construction de l'Europe et qui était désormais encore plus sous tutelle américaine qu'il ne l'était avant la guerre. Le même directeur général, en 1949, consulté évidemment par la Banque de France, fait observer que finalement, dans l'immédiat, on n'est pas obligé d'avoir une fiscalité commune, on n'est pas obligé d'avoir une monnaie commune, on est obligé de n'avoir rien de commun, sauf une chose, l'assainissement financier. En bon français, ça s'appelle la baisse des salaires, et par conséquent, 39, 49, 2014, vous voyez que la continuité règne et que s'il est bien un reproche que nul ne puisse faire à l'intégration européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'est celle d'une dérive. Voilà une institution qui a été d'une fidélité à ses origines absolument parfaite et d'une fidélité d'autant plus grande à ses origines que les populations qui l'ont subie ont été particulièrement peu informées de sa réalité. C'est à ça que sert l'histoire. Et c'est vous dire d'ailleurs, étant donné ce qui règne d'ordinaire sur cette Union européenne, que c'est votre devoir en tant que lecteur d'histoire, en tant que vous intéressant à l'histoire, de diffuser le petit ruisseau de la connaissance historique réelle de l'Union européenne, qui a besoin quand même de beaucoup d'éléments dévoués pour essayer de s'opposer un tout petit peu à la marée que nous entendons tous les jours, à commencer par les séances matutinales où Bernard Guetta nous explique sur le service public à quel point nous avons la chance d'avoir un système si séduisant dont nous méconnaissons les vertus. Compte tenu de ce que je vous ai raconté sur les capitaux, je pense que vous ne pouvez pas supposer que l'intégration européenne a été un facteur de déploiement des syndicats. Ça a été un facteur qui est tout à fait conforme à ce que Lénine raconte avec la verdeur de langage qui est celle des marxistes, et je dois dire que j'apprécie tant dans notre époque d'antiphrases, de vidage du vocabulaire, c'est-à-dire le moment où Lénine décrit ce que c'est que la corruption des couches supérieures du syndicalisme quand l'impérialisme est en mesure de les corrompre. Oui, nous sommes, depuis 1945 et plus encore depuis les années 1950, dans une phase tout à fait comparable à celle qui a accompagné la crise systémique de 1873 à 1914. Je vous signale d'ailleurs que nous venons de dépasser ces dernières années la durée de ce qui était jusqu'ici la plus grande crise systémique du capitalisme, la première, celle de 1873. Oui, nous sommes dans une phase où l'impérialisme, très séducteur, qui a expliqué en effet à des tas de gens que régnerait la liberté, que régneraient les hauts salaires. J'ai abordé ça dans des tas de mes travaux. Et il faut vous le dire d'ailleurs, où les syndicats qui étaient mobilisés à l'époque, à l'origine, qui n'incluaient pas la CGT,
qui incluait tous les autres syndicats dits réformistes, c'est-à-dire Force ouvrière, issue de la scission réalisée en 1947-48, la CFTC, dont la CFDT, vous le savez, est le fruit direct, la Confédération Générale des Cadres, vous voyez, le paysage change peu, pas la CGT à l'époque. Ces syndicats français, comme les syndicats équivalents des pays européens, étaient payés d'ailleurs sur les fonds Marshall, il faut vous le dire, parce que oui, c'est comme ça, c'est la réalité. Vous savez, moi je n'entre jamais dans la polémique, je n'affirme que ce dont les sources me rendent sûr. C'est-à-dire que ces gens s'en allaient faire des voyages aux États-Unis pour dire que la classe ouvrière y était si heureuse, si plaisante. Et puis quand ils étaient entre eux, c'est le cas, je pense à un travail que malheureusement la quasi-totalité des Français ne connaissent pas, puisque personne n'a encore jugé bon qu'un éditeur sérieux ou important n'a encore, ni même sérieux et pas important n'a pu jusqu'ici traduire. C'est un extraordinaire ouvrage de mon collègue britannique Anthony Cariou, qui a fait un bouquin qui, s'il existait en français, s'appellerait le plan Marshall et le mouvement ouvrier européen. Et qu'est-ce qu'on y voit dans ce bouquin? On y voit par exemple un congrès du début des années 1950 du Trade Union Congress, du syndicalisme européen anglais, du très puissant syndicalisme anglais, dont un militant dit mais qu'est-ce que c'est que ce pays où les gens sont épuisés de travail, où la vie de la classe ouvrière est abominable, mais on me paierait 3 salaires, je ne voudrais pas y vivre. Mais ça, vous ne l'entendez pas dans la presse que le Trade Union Congress à l'époque consacrait, presse admirative, au modèle américain. Donc non, je ne peux pas vous dire que le syndicalisme y a gagné. Non, je ne peux pas vous dire que le fédéralisme n'ait jamais eu la moindre chance. D'abord, le fédéralisme, il faut bien vous dire que c'est une grande plaisanterie, à commencer par le fonctionnement même de l'ex-RFA devenue l'Allemagne réunifiée, pour la bonne et simple raison que le fédéralisme en Allemagne n'a jamais empêché une extraordinaire concentration du pouvoir économique et du pouvoir politique. Donc oui, je considère, quitte évidemment à ce qu'on me dise que tel aspect n'a pas été suffisamment abordé, oui, je considère que j'ai rempli mon contrat et non, je ne pouvais pas vous faire une présentation générale de l'Union européenne en vous expliquant que finalement le syndicalisme ouvrier avait été une de ses dimensions importantes. Ce qui est aujourd'hui acquis, c'est que l'Union européenne a réalisé ce que l'impérialisme dans sa phase jeune et triomphante avait réalisé à la veille de 1914, c'est-à-dire le ralliement de l'aristocratie de la classe ouvrière, ou de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'aristocratie de la classe ouvrière, qui a une autre, évidemment, d'autres contours, et que nous n'avons plus, ce qui n'était pas le cas entièrement, ce qui était le cas partiellement, ce qui n'était pas le cas en 1939, non, nous n'avons plus de force du mouvement ouvrier actuellement capable de s'opposer à l'immense puissance de l'impérialisme momentanément vainqueur et vainqueur par quasi-chaos. Non. Voilà ce que je dirais. Mais je suis tout à fait à la disposition du public pour aborder, par exemple, l'histoire du syndicalisme. Ça a même été un de mes thèmes, c'est mon thème initial d'historienne, puisque j'ai fait une thèse sur la CGT après, face à la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale. Non, il faut d'abord parler de l'histoire des capitaux, parce qu'il faut montrer ce qu'est la réalité de l'intégration européenne et qu'il est sur le plan scientifique absolument indispensable, et encore plus indispensable sur le plan politique, ou indispensable sur le plan politique, de montrer l'escroquerie de la thèse de la dérive. Il n'y a jamais eu de dérive de l'Europe. Il y a eu une intégration européenne absolument conforme à son vrai programme, qui a été entièrement caché aux populations
concernés. Je suis formelle là-dessus, parce que les sources originales sont absolument antagoniques avec ce qui a été raconté. Et il faut vous le dire, évidemment, j'ai lu la presse des années 40 et des années 50, mais le seul journal qui donnait une idée honnête de ce qu'était l'Union européenne, c'était à l'époque le seul quotidien, c'est à l'époque l'Humanité. Je dois vous dire d'ailleurs que le Quai d'Orsay s'était fait un petit service spécifique à partir du plan Marshall pour démontrer que ce que disait le Parti communiste, son organe quotidien, disait relevait de la plus haute fantaisie. C'était d'autant plus amusant que les textes mêmes du Quai d'Orsay étaient pires que ce qu'on lisait dans l'Humanité. Quand, par exemple, André Philippe, leader socialiste, de gauche à une époque, mais manifestement, ça arrive, ça arrivait à des tas de gens d'avoir été de gauche. Hein, bon. Figurez-vous que Georges-Henri Spaak, il a été de gauche, il était gauchiste même. Ça s'est arrêté en 1935. Hein. Bon. Il y en a chez qui ça a duré plus. Et par exemple, André Philippe, qui s'est fait, on pourrait trouver un mot élégant, mais si on veut être simple, qui s'est fait acheter par le comité des forges. C'est courant. Hein. Vous avez entendu parler de la fluidification sociale de lui-même. Ça sert à ça. Bon. Donc André Philippe fait dans le Populaire, l'organe de la SFIO, en 1950, au moment du plan Marshall, il est entièrement financé par le comité des forges. Hein. Il fait des discours sur la CK merveilleux, ça va être, c'en est fini du comité des forges, plus de concurrence, plus de guerre. Ah ben ça c'est amusant alors. Quelqu'un qui est financé par le comité des forges pour dire que c'est la fin du comité des forges. Vous pensez quand même que la vérité est du côté de ceux qui financent sans qu'on le sache. Hein ? Mais bien entendu que tout le monde le savait que ce n'était pas vrai dans les gens bien informés. Si l'histoire, si on ne se sert pas des sources, on le sait que cette information est une déformation permanente, une intoxication permanente. Mais il faut vous dire que l'historien qui fait son travail a une chance inouïe à cet égard. Et évidemment, ceux qui aiment l'histoire ont une chance inouïe aussi. C'est de constater que sur le champ, le document original balaie le mensonge. Eh bien oui, cette Union européenne a été balayée sur le mensonge. Elle est ce que les hauts fonctionnaires expliquaient en 1950 qu'elle était, c'est-à-dire une entreprise de liquidation des salaires pour essayer de maintenir le taux de profit menacé par l'expansion, par l'élévation de la composition organique du capital, c'est-à-dire par l'évolution inéluctable du capitalisme. Voilà la vérité. Et voilà pourquoi je ne vous ai pas chanté les louanges du syndicalisme et du fédéralisme, mais voilà, on pourra y consacrer du temps une autre fois peut-être. De toute façon, il est clair que, c'est tout le problème d'une analyse, je dirais, d'une analyse du capitalisme ou de l'analyse de n'importe quelle formation sociale qui est à l'articulation entre le descriptif du réel, des pratiques concrètes, le descriptif des pratiques concrètes, hein, d'une part, et puis la réflexion théorique sur ce que c'est que le capital, comme sur ce qu'est la féodalité. J'y insiste beaucoup parce que vous savez bien que ces dernières décennies, avec la liquidation du mouvement ouvrier révolutionnaire, la théorie révolutionnaire a disparu. Et comme la théorie révolutionnaire a disparu, il n'est plus possible de penser les choses. Et ça, c'est une question extrêmement importante. La remarque que faisait Marx dans le Capital, c'est notamment, enfin, il en fait beaucoup parce que le Capital c'est gros, mais il fait observer que rester 50 ans devant une machine ne permet pas de savoir ce que c'est que le capital parce que le capital est un rapport social. Quand il y a engorgement du capitalisme, c'est-à-dire quand il y a crise de surproduction par rapport évidemment au taux de profit attendu
est normalement prévisible pour qu'un capital fonctionne comme capital. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des parades. Et tout ça se mêle, je dirais, avant le déclenchement d'une guerre et dans le déclenchement d'une guerre. Personne ne peut dire que tel capitaliste, c'est vrai que c'est arrivé à Rockefeller, il y a 10 ans, il a confié ça à quelqu'un d'ailleurs qui a eu un journaliste, je crois, qui a eu une fin prématurée, vraiment prématurée. Il lui avait confié qu'il trouverait très opportun, dans la période à venir, qu'il y ait un conflit qui liquide par exemple 500 millions de Chinois. Parce que c'est vrai que ça ferait une base de départ plus saine. Mais je ne jure pas que tous les capitalistes fassent, je dirais même le contraire. On peut penser que les capitalistes ne font pas en général la comptabilité. Bon, ben là, je vais en dégommer tant. Oui, il y a des calculs de ce genre, c'est vrai, mais bon, ne disons pas ça. Ce qui est sûr, c'est qu'une guerre se déclenche au moment où, beaucoup de parades ayant été utilisées, la casse des salaires, je n'ai plus besoin de vous faire de démonstration sur la casse des salaires. Quand je disais ce que je dis il y a 10 ans et que je parlais de baisse nominale des salaires, mon auditoire me pensait un peu fantaisiste, il ne peut plus le penser, alors qu'en 4 ans, la population grecque a perdu entre 40 et 50% de son pouvoir d'achat sans guerre, sans occupation allemande, enfin pas directe, pas militaire. Mais comme vous le savez, est quand même très appuyé dans la zone. Et donc, la baisse des salaires, la guerre, vous observerez tout de même que nous sommes dans une phase de guerre qui devient indécente d'appeler périphérique, mais très supérieure même à ce qu'ont été les guerres périphériques, pourtant considérables avant 1914, et supérieure à ce qu'elles étaient avant 1939. C'est, au sens propre du terme physique, une destruction importante de capital, mais à un moment donné insuffisant. D'ailleurs, qu'est-ce qui le montre depuis une vingtaine d'années? Ce qui le montre, c'est quelque chose qui a été un facteur annonciateur des conflits directs entre impérialisme au centre, c'est-à-dire le conflit en Europe même, le conflit balkanique, qui est l'antichambre de la Première Guerre mondiale, qui est, même si on ne le sait pas, l'antichambre de la Deuxième, et qui a atteint, entre la phase yougoslave et maintenant la phase russe, un développement tout à fait comparable à ce qu'on a connu. Oui, il est clair que nous sommes, moi je ne suis pas Cassandre évidemment, je suis simplement observatrice, disons, d'un siècle d'histoire. Sur un siècle d'histoire, en plus dans un type de mode de production, c'est-à-dire que l'impérialisme, on ne peut pas l'analyser sur plus de 130 ans, ça fait 130 ans qu'il est là, ça ne fait pas plus longtemps. Sur 130 ans, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer que, au terme, quand avance beaucoup et que s'aggravent les crises systémiques, on est finalement, historiquement, confronté à deux possibilités. Une qui a été annoncée en 1914 mais qui ne s'est pas réalisée, c'est-à-dire, vous le savez, cette proclamation par le mouvement ouvrier qu'il y aurait opposition à toute guerre générale et que chaque mouvement ouvrier dresserait les armes de la guerre contre sa propre bourgeoisie, ce qui était un discours très séduisant mais parfaitement hypocrite, parce qu'on avait atteint ce stade de corruption de l'aristocratie ouvrière précisément décrit par Lénine et qui explique fondamentalement le choix de 1914 de la Deuxième Internationale, c'est-à-dire l'envoi de chaque mouvement ouvrier comme soutien de la population pour l'envoyer à la boucherie. Bon. Mais c'était l'idée, c'était la théorie qu'on pouvait se faire. Mais c'est une théorie qui est pertinente. Finalement, à un degré donné de crise, il y a
deux sorties possibles de la crise. Soit vous supprimez le moyen de production qui est générateur de la crise, ça c'est toujours appelé une révolution. Soit le mode de production est encore maître, parce qu'il faut bien le dire, quelle que soit la gravité de la situation, tant qu'une classe dirigeante dirige sa population, elle est en mesure de diriger tout. Même si elle va avec la guerre vers une situation d'inconnu. Hein. Mais voilà, ça c'est les aléas de la conjoncture historique. Hein. Je dirais que c'est la démonstration du caractère intelligent de l'analyse de Hegel dans ce qu'il appelle la ruse de la raison. On croit faire quelque chose, même quand on est très puissant, et puis on ne fait pas exactement ce qu'on pensait qu'on ferait, parce qu'on ne maîtrise pas tous les éléments, évidemment, du rapport des forces. La deuxième fois, qu'est-ce qui se passe? La crise du profit est aussi grave, en très peu de temps. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, la même chose. La question ne se pose même pas à l'époque, en 1939, bien qu'il y ait un pays socialiste, il est dans une situation tellement minoritaire, de tels sièges, que la question ne s'est pas posée de savoir si la révolution pourrait empêcher la guerre en 1939. Eh bien, si on a une démarche comparative, on est bien forcé de dire que l'alternative théorique existe, c'est-à-dire soit une population ou un groupe de population en aura assez avant qu'il n'y ait un conflit général et sera en mesure de se révolter, je ne sais pas, moi par exemple, dans un très grand pays impérialiste, ce qui rendrait en effet difficile la perspective de déclenchement d'une guerre générale. Soit ça ne se produira pas, et je dois dire que s'il en est parmi vous qui pensent qu'on n'est pas dans une situation de risque de guerre générale, écoutez, je suis tout à fait à l'écoute de leur vision optimiste, hein, mais je la juge optimiste. Vous verrez, ne serait-ce que par la lecture de mon livre et en travaillant éventuellement, enfin en vous renseignant sur même d'autres sphères possibles, vous verrez que c'est au fond la tendance qui est développée, ce qu'on appelle le TAFTA, si j'ose dire, enfin, parce que, comme vous le savez, on a repris le sigle le grand marché transatlantique. Ce grand marché transatlantique, c'est tout à fait la poursuite de l'objectif qui est l'objectif américain. Alors, que j'évoque dans ce livre et que j'évoque dans énormément d'articles, parce que sur les années 40-50, le travail que j'ai fait il y a de nombreuses années, il a été publié de manière systématique sous forme d'articles universitaires. Ce que je montrais, c'est en effet que voilà, le projet américain, je dirais qu'il est à la fois double, enfin, il est un projet unifié, c'est-à-dire, ma sphère d'influence, c'est le monde. Il y a donc un projet pacifique, mais vous pouvez avoir un projet pacifique, ça ne veut pas dire que le lendemain, vous pensez possible qu'il y ait un royaume américano-japonais. Mais vous avez un programme qui est un programme d'expansion dans la zone Pacifique, d'expansion en Afrique, d'expansion en Europe. Tous les programmes américains commerciaux, depuis préparés pendant la guerre, depuis mai 1945, avec toutes leurs étapes dont j'évoque quelques-unes dans cet ouvrage, avec le programme de Bretton Woods, qui est connu des milieux financiers dès 1943, comme je le montre. C'est un programme global, c'est-à-dire j'impose le dollar comme moyen de règlement universel, je supprime le commerce intereuropéen, j'ai un projet de domination du dollar, j'ai un projet de contrôle de l'ensemble du commerce international. On est tout à fait dans votre problématique, c'est-à-dire l'accord général
sur les tarifs et le commerce, le GATT, hein, General Agreement on Tariffs and Trade, et tout ce qui a mené à l'OMC. C'est le programme. Mais c'est le programme, vous le savez bien, un jour d'ailleurs les Anglais, je crois que je le raconte, se mettent en colère parce que les Anglais, ils ont gardé pendant un certain temps la capacité, pas longtemps, de dire tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Et à un moment, par exemple, en 48 ou 49, ils se mettent en colère en disant que ces programmes européens débiles qui obligent les uns et les autres à abdiquer tout ce qui fait leur spécificité ne s'expliquent que par la pression américaine qui règne sur les uns et les autres. Les Américains ne peuvent pas tout abolir. Vous savez, il y a un très très bon bouquin que je recommande vivement, qui n'a jamais été traduit non plus, qui est le livre de Joyce et Gabriel Kolko, qui, s'il était traduit, s'appellerait « Les limites de l'impérialisme américain », et qui montre que l'impérialisme américain de 1945 à 1954, c'est un impérialisme d'une puissance énorme, mais qui se heurte à des becs. Ben voilà. La question que vous me posez, c'est pourquoi est-ce que Wilson n'a pas réussi les 14 points ? Parce que les impérialismes rivaux avaient encore des dents. Et puis, pourquoi est-ce qu'il n'a pas réalisé la fusion globale ? Eh bien parce que son programme de domination globale est un programme qui qui fait des avancées considérables et qui rencontre des becs. Voilà. Mais pourquoi ? Revenons à la théorie. Parce que vous connaissez un capital qui se développe autrement que sur le mode guerrier. C'est quoi le capital ? C'est quoi la loi de développement inégal des capitaux ? C'est quoi la baisse tendancielle du taux de profit ? Ceux qui pensent que le capitalisme et la paix peuvent durablement coexister ne connaissent pas l'histoire du capitalisme et ne connaissent pas le fonctionnement du capital. Parce que c'est ce mode de fonctionnement du capital, évidemment, qui est générateur de guerre. Est-ce que nos actuels manuels d'histoire contribuent à établir la vérité historique ? Non. Et ça s'est même beaucoup dégradé ces 30 dernières années. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont ici, il y en a sans doute, soit enseignants d'histoire ou très intéressés à l'histoire qu'on apprend à leurs enfants, si je puis dire, ou à leurs petits-enfants, savent très bien que je n'exagère pas, parce que les plus âgés d'entre nous connaissent les manuels d'il y a 30 ans. Moi, j'ai été prof du secondaire entre 1972 et 1985. Oui, les élèves qui sortaient de nos classes avaient une idée à peu près sérieuse, quand ils avaient fait un second cycle des lycées, de ce qu'était l'histoire du 19e et du 20e siècle. Oui, c'est vrai, avec moins de connaissances qu'aujourd'hui, parce que même quand on était un professeur très cultivé, en grand souci de rénover sans arrêt ses connaissances, bien sûr qu'on savait moins de choses qu'aujourd'hui. Mais si vous voulez, entre un manuel, Jacques Bouillon, qui a fait le bonheur des enseignants pendant 3 ans, de 1980 à 1983, dans la collection Bordas, entre un manuel sur le 19e et le 20e siècle, comme celui d'il y a 30 ans, et les manuels récents, et ne parlons pas des manuels les plus récents, les manuels universitaires sont mauvais. Moi, quand j'étais prof à Paris 7, je disais à mes étudiants, vous êtes gentils avec votre Milza et Bernstein, faites-en ce que vous voulez, lisez si vous voulez, mais je vous en supplie, lisez autre chose. Et je demandais à mes étudiants d'aller prendre les anciens manuels. Si je vous comparais ce que vous avez dans vos classes avec le contenu des manuels de Bouillon, vous vous demanderiez si on est sur la même planète. Oui, il y a une régression de l'histoire depuis 30 ans, et il y a une régression parce que dans une période de crise aussi intense que la crise d'aujourd'hui, il est impératif que personne ne comprenne
à quoi il est confronté. Or, si l'histoire n'est pas la clé des changements humains, parce que malheureusement, ça ne se fait pas comme ça, il ne suffit pas d'être cultivé pour infléchir le réel. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on a une bonne connaissance du passé, on est capable de comprendre ce qui arrive. Et quand on est capable de comprendre ce qui arrive, on est en meilleure position que quand on ne comprend rien. C'est ça l'enjeu de l'histoire. Et j'ai consacré un petit ouvrage qui s'appelle maintenant, parce qu'il a beaucoup, le contenu s'est beaucoup aggravé, de 2004 à 2012, qui s'appelle maintenant L'histoire contemporaine sous influence, où je montre ce que sont les effets sur la connaissance académique de cette entreprise de destruction de l'histoire. On détruit les salaires, et bien quand on détruit les salaires, on a particulièrement besoin de détruire l'histoire, pour que la population soit abasourdie. Voilà. Pour abasourdir les gens, il faut les rendre idiots. Et pour les rendre idiots, la meilleure chose, c'est de leur interdire de savoir d'où ils viennent et ce qui est arrivé à leurs parents. Voilà. On en est là. C'est dire, ce que je répète, mais évidemment que je ne renoncerai pas à répéter, c'est dire quelle est aujourd'hui la responsabilité des citoyens qui aiment l'histoire et qui cherchent la vérité historique à l'égard des autres. Parce que c'est vital quand même d'expliquer à quelqu'un qui se trompe pourquoi il se trompe et pourquoi vous pouvez lui démontrer qu'il se trompe. Ben parce que ça s'est déjà passé. Hein. Voilà.